Le Togo est en deuil. Drame à Asigami, effondrement d'un immeuble avec beaucoup de morts, dont les enfants. Et nos femmes qui se battent pour maintenir notre Togo debout. Et les témoins font cas, bonsoir Joe, de ce que un bébé en train de se faire allaiter par sa maman était mort avec sa maman sous le coup de l'effondrement. Et ce soir, je vais faire mon exposé de ce drame et des choses que nous pouvons éviter pour qu'il n'y ait pas de ces morts inutiles dans notre pays. Bonsoir, chers compatriotes. Vous êtes tous informés comme moi du drame qui a eu lieu aujourd'hui à Lomé avec l'effondrement d'un immeuble de 6 étages construit sur un terrain exigu, ce qui demande des travaux d'aménagement et de préparation très exigeants pour construire de si hauts immeubles sur des espaces aussi exigus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les responsabilités à établir et le devoir de chaque citoyen en matière de construction immobilière et infrastructurelle? Et mes conclusions en tant que spécialiste du domaine. J'aimerais dire pour commencer que un effondrement d'immeuble n'est pas une première, ça n'arrive pas pour la première fois au Togo, même dans les années précédentes. Les drames comme ça ont eu lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où des immeubles entiers se sont effondrés avec le nombre de victimes qu'on compte. Et dans plusieurs pays, il y a plutôt de ces effondrements à cause des tremblements de terre. Mais un immeuble peut s'effondrer parce que il a été mal réalisé, parce que il n'a pas de niveau à bulles, ils n'ont pas fait de nivellement pour que le bâtiment soit droit, verticalement comme horizontalement. Et surtout, une des raisons pour lesquelles un immeuble peut s'effondrer, c'est une mauvaise armature et une mauvaise structure de l'immeuble, ainsi que un mauvais dosage du ciment en matière de maçonnerie comme de bétonnage, surtout pour les dalles et les piliers de comment ça s'appelle, de soutiènement. De mon point de vue personnel, je vous fais regarder une des photos qui me sont parvenues, que j'ai postées, pour que vous ayez une idée claire de ce qui s'est passé. Regardez ce bâtiment en question et ça compte 6 étages quand on compte aussi le toit. Donc, la dalle ainsi que, comment ça s'appelle, je vais m'en souvenir. Bon, en allemand, ça s'appelle Brüstung, c'est l'appui. L'appui. Ça a un nom spécifique en français, et vous m'excusez, je ne maîtrise pas ça en français. Ça dit, c'est les murs qu'on a construits autour des balcons et des terrasses. Vous voyez, en génie civil, il est interdit, formellement interdit, que ces appuis-là soient en maçonnerie. Ces appuis doivent être des bétons armés.
C'est-à-dire que c'est du béton, mais il doit avoir de l'armurerie à l'intérieur. Des fers qui constituent l'armurerie. Pourquoi? Parce que le béton tout seul, il est bien solide et il supporte les charges, mais n'est pas étirant. Et quand il y a beaucoup trop de charges, ça se casse le béton. Et pour éviter que le béton se casse, il faut mélanger le fer au béton. C'est le fer qui a la propriété de l'élasticité qui soutient le béton et qui empêche le béton de se casser. Donc, les appuis, c'est les petits murs d'à peine 1 mètre qui sont élevés sur les dalles. Et on en compte de bas en haut, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. À partir du premier étage. Et ces appuis-là, il est interdit qu'ils soient en maçonnerie. Pourquoi? La maçonnerie, c'est juste des pierres qu'on a posées par des assises et des joints et qui peuvent céder facilement si ce n'est pas un mur d'appui pour une dalle qui pose sur le mur et qui l'a fermé. Mais ici, les appuis, c'est un mur d'à peine 1 mètre. Et si quelqu'un s'appuie là-dessus, le mur peut tout simplement s'effriter, se désagréger et ça peut causer beaucoup de drames. Donc il est interdit dans la construction que ces appuis soient en maçonnerie. Ces appuis, soit ils sont en béton préfabriqué et cela s'imbrique dans la dalle par des éléments de joint spécifiques, ou soit c'est des appuis intégrés à la dalle, c'est-à-dire que c'est armé et bétonné en même temps que la dalle, ce qui donne une structure plus solide à l'ensemble et il est très rare que ça cède. Le problème ici, voyez par vous-même, la dalle est cassée en haut. Déjà, quand on voit la structure, il y a très peu de ciment parce qu'une dalle ne peut pas se casser comme ça. Et il y a très peu de fer parce que les fers ne sont même pas visibles. On ne voit que quelques bouts de fer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez la couleur du ciment, elle est noire, ça veut dire que le ciment est très insuffisant. Ça doit être vraiment gris pour qu'on sent qu'il y a assez de ciment. Gris jusqu'au vert clair. Et vous voyez que quand la dalle s'est écroulée, les appuis des dalles inférieures sont automatiquement cassés. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas, parce que ce n'est pas du béton armé, c'est de la maçonnerie. Et quand le poids de la dalle qui s'est écroulée en haut est tapé sur les appuis, ça s'est écoulé jusqu'en bas. Vraiment, ça c'est de l'assassinat planifié. Et pour la petite histoire, cet immeuble appartient à une dame qui l'a fait construire par des maîtres d'ouvrage affidés au RPT Unir. Et quand la construction était terminée, la dame s'est plainte, même à la justice, que ils l'ont volé et que les travaux n'ont pas été réalisés comme voulu et qu'il n'y a pas assez de ciment dans l'ouvrage. Bon. Selon les demandes que j'ai faites de gauche à droite, c'est l'information de source très sûre qui m'est parvenue. Et la personne n'a pas voulu que je mentionne son nom, mais voilà, c'est une personne de source sûre. Vous voyez? Donc la dame s'est plainte. Mais comme les réalisateurs d'ouvrages sont du RPT Unir, vous savez notre pays. Mes compatriotes, vous savez dans quel pays on est. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle s'est résignée
Elle s'est retirée parce qu'elle a affaire au grand. Voilà ce qui s'est passé. Les responsables, le premier responsable que je dois, c'est l'État togolais. C'est l'État. Pourquoi? Parce que en Suisse, le secteur du génie civil, c'est l'État qui en est la police. L'État fédéral, l'État cantonal, c'est-à-dire les États, parce que la Suisse est une confédération de 26 États. Hein. Donc, la fédération, c'est le gouvernement national. Et le canton, c'est le gouvernement du pays. Bon, chaque État, chaque pays s'appelle ici un canton. Donc, il y a le gouvernement cantonal. La loi est fixée au niveau fédéral sur la construction et les aménagements du territoire, les canalisations, et chaque canton et chaque commune dispose de leur plan d'assainissement, de leur plan de canalisation et de construction. Et il y a la société des ingénieurs et architectes suisses, la toute-puissante société qui est au-dessus de l'État, parce que l'État même n'a pas d'influence sur ces sociétés-là, parce qu'il en va de la sécurité des habitants, que les maisons, les immeubles publics, les écoles, les routes, les ponts, les tunnels qu'on construit soient sécurisés et sécurisants. Que cela ne soit pas des tombeaux de boue qui vont s'écrouler un jour et tuer les gens, comme c'est le cas aujourd'hui à Asigame, au Togo. Et la société des ingénieurs et architectes suisses fixe des normes de construction. Et ces normes, l'État doit les respecter. Chaque canton doit les respecter. Chaque commune les fait appliquer. Et chaque propriétaire, avant de construire une maison, d'abord, le terrain doit être déclaré constructible. Sinon, tu n'as pas le droit d'y construire. Et un terrain déclaré construit, tu dois avoir l'acquisition du terrain, tu l'achètes. Tu dois avoir le permis de construire de la commune. Et la commune envoie un géomètre définir le niveau de ton sol. Si c'est à 400 mètres au-dessus de la mer, à 500 mètres, toutes ces coordonnées-là, tu dois les savoir. Et ça, c'est la mesure absolue que ça s'appelle. Et à partir de la mesure absolue du géomètre, et c'est des mesures très exactes parce que c'est défini avec des théodolites, des appareils qui communiquent directement avec satellites. Et à partir de ces mesures absolues, on définit des mesures relatives par rapport à la limitation de la surface du bâtiment. D'abord la limitation du terrain à construire, la limitation du bâtiment, les hauteurs des structures du bâtiment, etc., etc. Et tout est respecté à 1 millimètre près. Et les fondations sont prescrites. Le minimum de profondeur de fondation est de 40 cm. Au moins, pour des sols solides. Et pour des sols suffisamment solides, il faut 80 cm de profondeur minimale pour éviter que pendant l'hiver, la fondation ne gèle pas pour provoquer l'écoulement de l'immeuble. 80 cm, c'est le minimum à respecter. Et pour des maisons avec sous-sol, ça va plus en profondeur et il est interdit que ça aille plus de 4 mètres en profondeur. Voilà. Donc, cette prescription, la commune envoie un géomètre te donner les mesures. Et par rapport à ta maison, il y a le niveau de canalisation que tu dois respecter. Parce que l'évacuation des eaux usagées de ta maison doivent communiquer avec l'évacuation communale posée à l'avance. Et cela ne doit pas être plus bas que le niveau d'évacuation prévu par la commune.
Et tous les tuyaux qu'on pose dans la fondation pour les évacuations d'eau usagées, avant qu'on ne bétonne, l'inspecteur immobilier de la commune vient vérifier. Si l'inspecteur ne vérifie pas, vous bétonnez, vous devez casser le béton et faire vérifier. Et la fondation, l'ingénieur, il vient contrôler l'armature avant qu'on ne bétonne. Tout est fait pour la sécurité immobilière et qui implique la sécurité des personnes et des biens. Et à chaque étape, les murs en béton, l'ingénieur, l'architecte fait les prescriptions, les matériaux qu'il faut utiliser. Et quelqu'un m'a écrit tout à l'heure pour me dire que on construit avec des matériaux inadaptés. En construction, on nous enseigne que aucun matériau de construction ne sont inadaptés à la construction. Tout est adapté à la construction, à condition qu'on en connaisse les propriétés, parce que chaque matière a une propriété. Si vous mélangez deux matières qui ne s'accordent pas, ils vont provoquer des effritements dans la structure de la construction. Donc, il faut savoir quoi et quoi ne pas placer ensemble. Et dans ce cas, il faut une matière isolante entre deux matériaux de construction qui se repoussent ou qui ne produisent pas des propriétés concordantes. Voilà. Et si on sait les propriétés des matériaux, et si on sait comment et où les utiliser, tous matériaux sont bons pour la construction. Dans le cas d'espèce de cet immeuble, l'État est le premier responsable parce que l'État n'a pas prévu de plan de canalisation pour le Togo ni pour la ville de Lomé qui est la capitale. Avec autant de population, les constructions sont anarchiques. L'État n'a pas prévu de zones non constructibles. Parce que même dans les bas-fonds, les gens vendent des terrains à coups de millions. Les gens construisent et des années plus tard ne peuvent plus habiter les maisons. Je donne l'exemple de Todman. Entre l'hôtel Todman et la station de service, la station d'essence. De là, et en allant vers Atikoumé, il y a toute une zone là-bas où les personnes sont obligées de quitter les maisons. Les maisons sont abandonnées. Il y en a plein comme ça à Lomé. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas défini les zones à risque, les terrains à ne pas construire, ou les terrains à construire sous condition qu'on y installe un aménagement adapté, des canalisations obligatoires et une fondation en béton très exigeante. L'État ne le fait pas. Les gens se lèvent et construisent. Et là encore n'est pas le problème. Il faut des spécialistes pour construire. Les gens veulent économiser tellement que ils s'en vont construire leur propre tombeau et se disent avoir construit des maisons. L'État est le premier responsable parce que l'État n'a pas de politique de construction pour le Togo. Au Togo, on ne délivre pas de permis de construction. Vous avez votre terrain, vous en faites ce que vous voulez. Et l'État vient après collecter des impôts. L'État togolais est là pour ça. Rien que pour des mauvaises choses. La deuxième responsabilité, c'est les propriétaires d'immeubles, les propriétaires de maisons. Vous voyez, trouver de l'argent n'est pas facile. Même si c'est avec du gris que tu as trouvé ton argent, tu as dû sacrifier quelque chose. Même si tu as volé ton argent, tu as sacrifié ta conscience. Et tu vas vivre avec une conscience qui va t'accuser toute ta vie. Même si tu es prostituée, ce n'est pas de l'argent facile. Tu as fait souffrir ton corps. Et les vrais travailleurs n'en parlons pas. Vous avez souffert pour trouver votre argent. Un bien immobilier est un bien durable. Et pour cela, il faut bien le construire. Ça coûte beaucoup. Mais faites-le en sorte que cela ne cause pas d'accident plus tard
ou que cela n'exige pas trop de travaux coûteux plus tard. Donc, il va de votre responsabilité de savoir gérer votre construction immobilière, savoir à qui les confier aux spécialistes. La troisième personne ou bien groupe de personnes à blâmer, c'est le maître d'ouvrage. Et quand je dis le maître d'ouvrage, ça comporte le maître de projet, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier qui réalise l'ouvrage. Parce que si le maître de chantier fait un mauvais calcul, ou bien au lieu de 3 tonnes de ciment, on t'apporte 1 tonne ou 2 tonnes et demi de ciment, dit que selon la composition du mètre cube de béton qui doit renfermer au minimum 280 kg de ciment, au minimum, pour qu'une construction soit déclarée sécurisée. La teneur en ciment du béton au mètre cube doit être de 280 kg de ciment. Et dans la maçonnerie pour le mortier, la teneur en ciment pour le mètre cube de mortier, c'est-à-dire pour 1000 litres de mortier, c'est minimum 490 à 550 kg par mètre cube, ou bien par 1000 litres de mortier. Parce que le mortier joue le rôle de colle des briques. Si les briques ne sont pas imbriquées entre eux, la structure de la maison va céder facilement. Donc, il faut respecter ces prescriptions-là. Et si le maître d'ouvrage a commis une fraude, c'est au maître de chantier, sur qui repose toute la responsabilité de la réalisation, de dire non. Mais si le maître de chantier, le chef de chantier est alors corrompu, il appartient au maçon, ou bien au bétonneur, ou bien au coffreur, de dire non, chef, ceci est comme ça. Et c'est pourquoi il faut des gens formés pour le bâtiment. Il faut des gens formés. Aujourd'hui, on ramasse des gens dans la rue qui se sont débrouillés et puis on leur fait réaliser des ouvrages. Quand je vis en Afrique, que ce soit au Ghana ou bien au Togo, au Ghana, c'est encore mieux parce que là, pour des grandes constructions, c'est des grandes entreprises. Et au Ghana, les dalles se font en béton armé, comme ici en Suisse. Au Togo, on utilise encore les parpaings, ce qui n'est pas du tout sécurisant. C'est des choses à éviter, parce que ça ne vaut rien. C'est ces vieux systèmes de dalles qui constituent à poser les parpaings sur, comment dit-on, quelques barres de fer d'armature et puis couler à peine 5 à 10 cm de béton. Ce n'est pas sécurisé. Faites-vous faire du béton armé et évitez de construire les maisons avec les sables marins. Les sables marins contiennent trop de sel et le sel empêche, détruit l'alcalinité du ciment. Et ça finit par ronger l'armature, les fers de l'armature, et à la longue, la structure du béton lâche. Donc, les sables marins, que d'ailleurs les Libanais ont acquis et vendent très cher, je vous demande de les boycotter. Allez dans les carrières vers Mouepé, Akepe, où il y a du sable fin, qui est recommandé à la construction. Le sable marin doit être d'abord lavé de son sel et ça coûte cher et rien ne garantit que tout le sel est épuré. Alors, ce n'est pas du bon sable pour la construction. Donc, voilà un peu où se situent les responsabilités. Donc, l'État togolais, la propriétaire ou bien le propriétaire et le maître d'ouvrage qui englobe l'architecte, le maître de projet, le maître de chantier, le chef chantier et les ouvriers. Et ils doivent être des ouvriers bien sûr formés. La troisième responsabilité, c'est le devoir de nous citoyens. Nous, citoyens nous-mêmes.
dans la construction et les aménagements immobiliers, nous devons prendre nos responsabilités. Dans un pays où on laisse l'État faire ce qu'il veut, rien n'est en sécurité. L'État doit rendre compte aux citoyens de ce qu'il fait de notre argent, de comment les choses sont faites. Au Togo, il n'y a jamais eu un projet de construction de route où une commission parlementaire est créée, où le budget est évalué, les dépenses sont scrutées au peigne fin pour voir que les travaux sont réalisés dans les normes. Ça ne se fait pas dans mon pays, le Togo. Ici, qui peut oser bouffer même 5% de l'argent destiné à la réalisation d'ouvrages publics? Personne. Et dans la réalisation d'ouvrages privés, mais c'est plusieurs entreprises qui travaillent ensemble. Il y a d'abord qu'il y a un maître d'ouvrage à qui on vend le projet. Et c'est lui qui décide de l'entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Parce que ils ont des partenariats avec beaucoup d'entreprises. On voit que l'entreprise nous a le plus satisfait. Donc, on choisit telle entreprise. Et le maître d'ouvrage décide s'il va prendre lui-même un maître de chantier ou bien l'entreprise prend son maître de chantier. Et le propriétaire dit, je veux tel bâtiment, que ceci soit comme ça, ceci soit comme ça, tel étage, telle superficie, je veux qu'il y ait telle douche. Alors, le maître de chantier, son devoir, c'est d'évaluer le volume de matériaux nécessaires pour la construction. Combien de tonnes de ciment, combien de tonnes de fer, combien de tonnes de sable, combien de litres d'eau, combien de quantité de carreaux, combien ici où il y a encore des complications dans la construction, où il faut des matériaux d'isolation thermique. Hein? En Afrique, on a la chance qu'on n'a pas besoin de chauffage. Hein? Les constructions doivent être des merveilles en Afrique plus qu'ici, mais c'est le contraire. Ici, on a tellement besoin de choses. On a besoin forcément d'addiction d'eau chaude dans la maison. En Afrique, ce n'est pas une obligation, mais nous sommes incapables de réaliser des ouvrages propres. Franchement, il appartient à nous citoyens de prendre nos responsabilités. Dans la construction des maisons, une maison bien construite constitue la sécurité pour ses habitants et les riverains. Et une maison mal construite, c'est un danger de mort pour les habitants et les riverains. Aujourd'hui, des gens même qui n'habitent pas l'immeuble et qui passent juste en dessous ont été tués. Des femmes qui se battent, qui ont laissé leurs enfants à la maison, qui sont venus se chercher depuis le matin pour trouver à manger à leurs enfants, pour trouver à les envoyer à l'école. Ces femmes à qui le gouvernement a détruit les places au marché de Lomé, juste pour les chasser, reconstruire et mettre les sorcières du RPT uni au grand marché. Voilà le secret de la destruction du grand marché. Et ces femmes sont obligées d'aller mettre leurs étalages dehors. Voilà. C'est probable qu'il y ait parmi ces femmes qui sont tuées aujourd'hui. Donc, sécurisons nos bâtiments pour notre propre sécurité, la sécurité des riverains. Aujourd'hui, des bébés en train de s'allaiter sont tués. Des têtes sont explosées. Hein? Quelqu'un me décrivait la scène. Des têtes éclatées, des yeux sortis comme ça. C'est horrible. J'ai reçu des audios où quelqu'un dit que c'est tellement dramatique qu'il ne peut pas prendre des photos de ces choses-là. Mais que des gens vont prendre et vont les balancer plus tard sur le net. Donc, franchement, c'est notre responsabilité. Ici, quand l'État construit les routes, l'État ne goudronne pas toutes les rues de la ville. L'État prévoit certaines artères à goudronner. Mais c'est quand le citoyen vient construire sa maison,
Les canalisations, l'État les réalise d'avance. Et tu es obligé de suivre le plan de canalisation de ta commune, de ta ville. C'est comme ça. Mais les routes et les rigoles devant et dans votre maison, c'est vous qui devez les faire. Combien vont construire et laissent la boue, les eaux de ruissellement devant leur maison? Ça, c'est antipatriotique. Ça, c'est incivique. Même ici en Occident, le gouvernement ne le fait pas. C'est à vous de le faire. Et surtout au Togo, où l'État a tout abandonné. Vous allez attendre que l'État vienne goudronner devant votre maison, mais vous rêvez. L'État ne le fera pas. Même les routes principales, l'État n'arrive pas à les mettre. Donc quand vous construisez, entendez-vous dans vos quartiers, faites les rigoles, et celui qui vient après, sensibilisez-le à continuer. Et devant votre maison, mettez votre pavé, ou bien votre béton armé, ou bien votre goudron. Et celui qui construit après vous le fait pareil, et c'est comme ça que tout le quartier sera goudronné. Mais si vous attendez l'État que votre quartier, devant votre maison, soit goudronné, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Franchement, c'est un drame. Encore à Asigami. Et nous ne pouvons que souhaiter prompte guérison aux blessés survivants et nous exprimons toutes nos sincères condoléances aux familles des personnes tuées. Oui, ils sont tués parce qu'ils n'ont pas demandé cette mort. Mes chers compatriotes, soyons citoyens, soyons responsables, soyons patriotiques et apportons notre pied à l'édifice. Ce gouvernement est irresponsable. Nous n'allons pas l'attendre pour venir goudronner devant notre maison. Goudronnons nous-mêmes devant notre maison. Faisons les canalisations nous-mêmes devant notre maison. Et trouvons des systèmes d'évacuation pour ne pas provoquer des inondations dans nos quartiers et dans nos maisons. Pour conclure, moi je veux dire que tout doit changer au Togo. Pas seulement la politique pourrie et ces institutions sans tête ni queue, corrompues jusqu'aux os, jusqu'aux cellules, et qui n'ont pas de remède. D'autres remèdes que de les dégager, que de les balayer. Il n'y a pas que la politique et ses institutions à changer, mais il faut changer tout. Il faut reconstruire le Togo. Voilà pourquoi j'ai choisi le génie civil, parce que je me dis, j'étudie la science politique. C'est du bavardage. Aller m'asseoir pour étudier la théorie de Karl Marx, la théorie de je ne sais quoi. C'est du bavardage. Ça va m'obliger à aller mentir comme Gilbert Bawara, ou bien comme ces faux conseils de Fonya Singbe pour trouver mon gagne-pain. Non. Je vais faire dans la construction. Ça me permettra au moins de construire ma propre maison. Et ça me permettra de construire certaines maisons, de quoi vivre. Ça me permettra de créer ma structure pour former les jeunes Togolais dans le génie civil. Ça me permettra d'apporter ma connaissance pour construire mon pays, les infrastructures dont mon pays a besoin pour amorcer son développement. Voilà les raisons qui m'ont poussé à choisir le génie civil. Sinon, nous devons tout changer au Togo. Mobilisons-nous et ne nous faiblissons pas. Bientôt, nous reviendrons dans cette lutte et nous la gagnerons. Nous avons laissé tout le temps à Fonya Singbe pour qu'il tire sa révérence par la grande porte. Mais ce maudit nous a montré que son père n'a pas payé tout le mal, pour tout le mal qu'il a causé aux Togolais. Donc,
le jugement, le reste du jugement de Dieu sur Eyadema va tomber, sur Fort va s'ajouter à son jugement et sa fin sera dramatique. Nous avons juste fait un petit repli. Quand nous reviendrons dans cette lutte, ce n'est pas les grands moyens. Et nous allons dégager ce pouvoir pour faire du Togo un pays modèle, un pays en sécurité, un pays assuré, où chaque citoyen vit en paix et en sécurité. Bon courage à vous, mon peuple. La bataille est longue, mais plus elle est longue, plus nous voyons ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Alors, que ce drame nous révolte à changer ce gouvernement pour que les lois sur la constitution, les lois sur l'éducation, les programmes de santé, les conditions de travail et de salaire, que tout change. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo.